L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc dans cette vidéo, tout d'abord nous allons parler des différentes news. Il y en a pas beaucoup, mais on va quand même en parler. Puis dans une deuxième partie de la vidéo, nous allons parler des différentes interviews, notamment celui de Patrick Dorgu et celui de Ruben Amorim. Et pour finir, nous allons faire le preview du match d'Europa League face à la Real Sociedad. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. Mes fans moncuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'heure de la preview. Mais avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais y répondre tout de suite. Premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de En route vers le ciel, qui nous dit Old Trafford va être conservé jusqu'à la fin de la construction, c'est-à-dire du nouveau stade. Le club possède 500 hectares de terrain. Les matchs se joueront toujours à Old Trafford sans interrompre la construction du nouveau stade. Donc merci beaucoup pour cet commentaire, parce que c'est vrai que j'ai loupé cette partie-là. Dans ma vidéo de hier, justement, je me suis posé cette question. Du coup, les matchs vont se jouer où? Mais là, du coup, En route vers le ciel, il m'a expliqué cette situation et derrière j'ai fait mes recherches. Donc merci beaucoup pour cette mise à jour. Donc voilà, pour ce qui est de ma part, je suis très très heureux d'apprendre cette nouvelle. Pourquoi? Parce que je me vois mal jouer chez le voisin jusqu'à la fin de construction du nouveau stade, sachant que le projet va quand même durer 5 ans. Donc, heureusement que Old Trafford va être conservé pendant ces 5 ans de construction. Donc, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on passe sur le deuxième commentaire du jour que j'ai sélectionné. Ça vient de notre cher ami Paul Boyd. Donc, tout d'abord, il tenait à me remercier pour les 48 minutes de folie, c'est-à-dire la vidéo que j'avais fait hier. Mais c'est surtout merci à vous les gars. Merci à vous pour le soutien, pour avoir regardé cette vidéo. Moi, ça me fait vraiment plaisir, encore une fois, de lire vos commentaires, etc. Donc, pour moi, le problème de Haaland ne vient pas de lui-même, mais de Manchester United. C'est un jeune joueur de 22 ans qui n'a pas assez d'expérience. On l'a acheté à 80 millions, puis on lui a dit mec, débrouille-toi pour marquer pour l'année dernière. Quand, quand on a acheté Haaland, on aurait dû acheter un neuf ancien pour lui servir de mentor, comme un Chris Wood par exemple. Donc oui, tout à fait d'accord. C'est une faute de Manchester United parce que déjà mettre 80 millions sur un joueur que l'Atalanta a quand même payé vers les 20 millions quoi, et qui a disputé une moitié de saison à Atalanta, et nous on arrive derrière, on pose 80 millions, le joueur il n'a pas encore beaucoup d'expérience, la PL c'est pas la Serie A. Je dis pas ça à niveau défenseur, hein, parce que évidemment la Serie A a connu des grands défenseurs centraux, donc c'est pas au niveau de cela, mais je parle là plutôt du rythme. Donc voilà, et on a décidé de miser 80 millions, une somme que j'ai trouvée absurde à l'époque pour le joueur, parce que à ce prix-là, il y avait quand même un joueur qui était abordable. Je pense là à Benjamin Sesto, par exemple. Donc il est venu en tant que seul numéro 9. Donc clairement, il fallait un joueur avec beaucoup d'expérience qui pourrait lui servir de mentor. Et notamment, si vous, enfin, j'ai pas parlé de ça en vidéo, mais l'année dernière, il y avait le piste en mercato hivernal qui parlait de Karim Benzema. Donc à l'époque, moi j'étais trop hypé par l'arrivée de Karim. Pourquoi? Parce que justement, je me suis dit, ça va servir de mentor à Haaland. Il pourrait apprendre de ce joueur-là. Donc oui, encore une fois, Haaland, ça reste un jeune attaquant. Donc voilà, il va forcément progresser.
mais il lui faut quelqu'un qui est vraiment bon dans le domaine. Donc voilà, j'ai fait le tour des deux commentaires. Donc nous allons directement attaquer l'interview d'avant-match. Donc, non, les news plutôt, excusez-moi. Donc, malgré l'obligation d'achat, Jadon Sancho pourrait retourner à Manchester United, mais Chelsea devrait alors payer une importante pénalité pour casser l'accord avec Manchester United. Je vous avoue que quand j'ai vu cela, j'ai été dégoûté. J'étais dégoûté parce que franchement, si j'étais à la place de Chelsea, sachant qu'il y avait cet accord-là, je l'aurais cassé cet accord, quitte à payer une indemnité de pénalité. Parce que le joueur, même à Chelsea, vous voyez quand un joueur il vient d'arriver dans un nouveau club, il cherche avant tout à bien faire les choses, du moins jusqu'à ce que le club décide de l'acheter. Mais c'est pas le cas de Jadon Sancho. Il a connu un très très bon début, mais maintenant il n'y a plus rien. Et surtout on voit des problèmes extra sportifs. Donc voilà. Et revenir chez nous, ça, je vois ça comme un dégoût total. Pourquoi? Parce que le joueur, quand il est arrivé à Chelsea, même avant, il s'est pas contenté de fermer sa bouche. Il a fait des sorties, notamment, je pense là, au départ de Marcus Rashford, sur le commentaire qu'il a laissé. Donc, malgré qu'il est plus à Manchester United, il a oublié le fait qu'il était prêté. Donc moi j'en veux pas. J'en veux pas. J'espère vraiment que Chelsea va pas penser comme moi. J'espère vraiment qu'ils vont le payer et le garder. Franchement, quand je vois ça, je suis vraiment dégoûté. Donc, deuxième news du jour. Le terrain d'entraînement rénové de Manchester United d'une valeur de 50 millions de livres sterling ouvrira ses portes le 31 juillet. Donc là, c'est le nouveau Carlton. Hein. C'est que ça a été rénové. Donc ils ont ajouté des nouveaux appareils, de nouveaux machines. Ils ont vraiment tout bien fait pour avoir justement cette centre d'entraînement ultra moderne pour rivaliser avec les grosses équipes, par exemple au Real Madrid, etc. Parce que, rappelez-vous, départ de Lingard, il avait critiqué cela. Départ de Ronaldo, il avait même parlé du centre d'entraînement qui n'a pas changé depuis. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Enfin, on va avoir cet centre de formation, d'entraînement qui va être ultra moderne. Donc je suis très très heureux d'apprendre cette nouvelle-là. Plus que celui de Jadon Sancho, évidemment. Donc, l'agent de Casemiro recherche activement un nouveau club pour le milieu de terrain. Son agent a programmé de nouvelles rencontres, notamment en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Manchester United ne veut pas le vendre pour moins de 25 millions de livres sterling. Pour moi, Casemiro, son départ, c'est quasiment bouclé. Le patron de Ineos a même parlé de ça dans son interview, que l'enveloppe de transfert, ça dépendra aussi des joueurs que Ruben Amorim décidera de vendre. Et quand on voit que l'utilisation de Casemiro depuis l'arrivée de Ruben Amorim, je pense sérieusement qu'il va partir. Notamment, déjà, pendant l'hiver, il devait partir. Mais je pense que au mercato estival, ça va se faire, ça va se conclure. Donc en Arabie Saoudite, comme je l'ai dit, on parlait beaucoup de Al Nasser, mais il n'y a pas que, hein, il y a aussi le club de Benzema, etc. Donc voilà, ça fera toujours une petite somme en plus pour mieux préparer l'effectif pour l'année prochaine. Donc voilà. Donc là, on parle de Jean-Philippe Mateta et le milieu de terrain d'Offenheim, Ayton Sach. Je pense que c'est un milieu de terrain de 26 ans.
sont de véritables cibles pour Manchester United. Cependant, les exigences pour Mateta en particulier sont nettement plus élevées que le prix que Manchester United est prêt à payer. Donc voilà, pour ce qui est de ma part, en fait, je pense pas que Mateta, on va l'avoir pour moins de 40 millions de livres. Moi, je pense que Mateta, le prix, ça va être vers les 60 millions de livres. Parce que on connaît ces transferts entre clubs de PL. Et sachant que Mateta, c'est le meilleur joueur de Crystal Palace cette saison, je les vois mal nous faire ça, surtout si on parle là d'un numéro 9 confirmé. Hein. Je les vois mal les vendre pour moins de 40 millions de livres. Donc voilà, encore une fois, il y a d'autres pistes sur le marché. Et pareil pour le milieu de terrain d'Hoffenheim, je pense pas que United va se lancer là-dessus. Après, je connais pas forcément le joueur, mais je pars du principe, surtout quand j'ai entendu l'interview du patron de Ineos, c'est que ils veulent le futur, c'est-à-dire le futur Neymar, le futur Messi, le futur Ronaldo, le futur Mbappé, pas des joueurs confirmés. Et c'est dû aussi au fait du budget. Donc voilà. Donc je les vois mal en fait acheter 2 joueurs d'expérience pendant le mercato estival. Moi je pense qu'ils vont partir acheter un 9 d'expérience, Mateta, Osimhen, Gyökeres, mais un milieu de terrain, je pense que c'est un milieu de terrain ultra jeune qu'ils vont acheter, hein. Pas Aiton Chach. Bref. Donc Mason Mount is back. Ça y est, Mason Mount est de retour aux entraînements. Mais il ne sera pas prêt pour le match de demain. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. C'est que il y a forcément un joueur en plus. Et d'ailleurs, le joueur, Ruben Amorim, il adore le profil du joueur. Donc ça sera un joueur clé pour finir cette saison. Donc pour finir dans tout ce qui est news, c'est que Ruben Amorim souhaite désespérément récupérer Mason Mount et le maintenir en forme. Il le considère comme le candidat idéal pour l'un des 10 postes clés de son système. Et oui, on sait tous que Ruben Amorim, il est fan de Mason Mount. Mais le problème, c'est ses blessures à répétition. Évidemment, Ruben Amorim, il va essayer de le maintenir en forme. Mais je pense que c'est pas seulement dû à cela. Je pense que c'est l'hygiène de vie du joueur qui va pas. Il faut revoir son hygiène de vie. Parce que c'est un joueur. Il va revenir, tant mieux. Mais pour combien de mois? Est-ce que déjà, il va pas se reblesser d'ici la fin de la saison? C'est là ma question. C'est un joueur sur qui il faut pas trop compter là-dessus. Parce qu'il va nous le faire à l'envers, comme d'habitude. C'est comme Luke Shaw. Donc voilà, moi je garde plus trop espoir sur Mason Mount. C'est un très très bon joueur, mais c'est un joueur qui va se blesser, reblesser. C'est comme Luke Shaw. C'est un très très bon joueur, mais c'est un joueur qui se fout un peu de l'eau. Voilà. Donc, maintenant on va parler de l'interview d'avant-match en soi. Donc il faut savoir une chose. Dans cette interview, Ruben Amorim était accompagné de Patrick Dorgu. Donc nous allons directement commencer par Patrick Dorgu. Donc, c'est un système très offensif. Je veux marquer des buts, mais j'aime aussi défendre. Je n'ai pas de préférence pour le poste. C'est le boss qui décide. Donc, voilà. Pour ce, notamment, le sélectionneur de Danemark, il avait fait un sortie dans un interview où il parlait de pourquoi il a sélectionné Patrick Dorgu. Donc, il a dit, au tout début, quand il était à Lecce, j'étais pas sûr. Pourquoi? C'est parce que c'est un joueur très très bon offensivement, mais défensivement, je pensais qu'il n'était pas aussi impressionnant. Mais maintenant, ça a changé. Donc, il a décidé de le sélectionner. Ce que je veux dire par là, c'est que Patrick Dorgu est un piston ultra complet.
Et c'est un très très joli coup que Ineos a réalisé, que le board a réalisé. Sa venue à Manchester United. C'est un joueur qui sait tout faire. Certes, il a commis des erreurs, mais c'est dû à cette fougue de jeunesse. Donc, on ne va pas le juger sur un seul match. Mais voilà, comme il disait, c'est le boss qui décide. Donc voilà, j'ai bien aimé. Donc, Amorim sursit les joueurs ont fait part de leur frustration de la déclaration de Jim Ratcliffe. Ben oui, parce que si vous avez regardé la vidéo que j'avais fait hier, le patron d'Ineos a clairement lâché des pics concernant les joueurs. Que 80% des joueurs les mieux payés du club étaient absents. Certains n'étaient pas assez bons. Donc, justement, on peut se comprendre. On a vu venir cette question-là dans cette conférence de presse. Donc, Ruben Amorim, il répond, non, je n'ai rien ressenti. La séance a été très très bonne aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que cette pique de Ratcliffe, je pense que grâce à cela aussi, on va pouvoir remporter cette Europa League, ou même déjà le match de demain, hein, mais surtout l'Europa League. Pourquoi je dis cela? Parce que je pense que c'est un moyen pour remotiver les joueurs cadres de l'effectif. C'est-à-dire pour prouver leur valeur. Donc, parce qu'on a besoin de leadership actuellement dans cette équipe. Certes, il y a Fernandez qui nous porte, mais il ne faut pas que Fernandez. Il faut que les cadres ils soient présents pour mieux encadrer ces jeunes. Et de ce fait-là, grâce aux déclarations de Ratcliffe, je pense que ça va les motiver à gagner cette Europa League. Donc, maintenant, je suis plutôt confiant pour le match de demain. Je pense qu'on va être dans la continuité du match face à Arsenal. Voilà. Donc, la suite. Omar Beralda. Nous aimerons inaugurer le nouveau stade avec Ruben Amorim à la tête. Voilà, c'est que j'espère vraiment qu'il va faire du bon boulot à Manchester United pour ne pas sauter. Et d'ailleurs, ce que je trouve encourageant, c'est que le board est tous derrière Ruben Amorim. Ils croient en lui. Parce que c'est un coach qui a une vision de jeu. D'ailleurs, Omar Beralda, il l'a précisé dans son interview que Ruben Amorim, c'est un coach qui a une vision de jeu. Du coup, ça va faire qu'il va forcément réussir à Manchester United. Donc voilà. Donc on continue sur Ruben Amorim. Nous avons un plan pour la saison suivante. Il reste l'Europa League, donc on peut atteindre la Champions League. Ce qui peut changer les plans. L'important est de savoir le type de joueur que nous voulons. Je ne sais pas vous, hein, mais même le discours de Ruben Amorim, ça a changé. Parce que il y a de cela, 2 semaines en arrière, il disait que finalement, remporter l'Europa League, c'est pas vraiment ce qui est important. C'est plutôt le fait de construire une équipe à long terme, qui était très très important. Donc, je pense qu'il est toujours d'accord sur le fait de construire une équipe à long terme, mais je pense aussi que maintenant, il veut plus remporter cette Europa League. Pourquoi? Parce que déjà, en remportant cette Europa League, l'enveloppe de transfert va augmenter. Ce qui fait qu'il va avoir les joueurs qu'il veut. Parce que plus de budget de transfert, évidemment, plus de joueurs qu'on peut acheter. C'est tout à fait logique. Donc, je pense que grâce à cela, Ruben Amorim, il voit de manière différente l'Europa League. Et là, je pense que même le coach, ça le motive à l'emporter. Donc, c'est ce que je disais. Hein. Il n'y a plus vraiment grand-chose à gagner cette saison, à part cette Europa League. Donc, il faut y aller à fond. Donc, on continue. Donc, il est revenu sur les joueurs pas assez bons et trop payés selon Jim Ratcliffe. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde peut faire beaucoup mieux. L'objectif est de faire changer d'avis ainsi que tous les autres. Et évidemment, c'est ça en fait qui est dommage, c'est que ces joueurs-là, ils peuvent faire mieux. Ils l'ont prouvé face à Arsenal, face à Liverpool, face à City.
Mais pourquoi ils ne le font pas tout le temps? Pourquoi il n'y a pas de continuité? Tu es quand même un cadre de l'effectif. Au bout d'un moment, il faut porter ses couronnes et gagner cette Europa League. Ils peuvent tous faire de leur mieux. C'est juste qu'ils ne veulent pas le faire. Donc, sur sa relation avec Jim Ratcliffe, nous sommes francs et honnêtes, l'un envers l'autre. Je ressens le soutien du conseil d'administration, en particulier de Sir Jim. Nous avons des conversations honnêtes. Encore une fois, hein, pour être honnête, quand je me rappelle de ce qu'il disait à Ratcliffe, il disait: je vais le voir avec mon petit café, on discute et je lui dis qu'est-ce qui va pas. Et Ruben Amorim, il me répond: allez vous faire foutre. Donc, pour être honnête, c'est que voilà, l'ambiance passe plutôt bien entre les deux hommes. Donc, tant mieux s'ils sont honnêtes, tant mieux. Il faut lui soutenir. Il faut soutenir Ruben Amorim. Donc, il est aussi revenu sur le groupe de demain. Donc, il nous dit trop tôt pour Mount. Donc, Mount, il ne sera pas là. Lenny est indisponible. Maguire ne peut pas jouer demain, mais j'espère qu'il sera là dimanche. Manu est dans le groupe. Personne d'autre n'est de retour. Ni Maino, ni Ahmad, ni Licha. Ça, on le savait déjà. Donc, voilà. Mais déjà, le retour de Ugarte dans le groupe, ça va faire du bien. Amorim sur le nouveau stade, donc il est revenu dessus. C'est excitant, mais c'est loin. Je me concentre sur l'instant présent. Et ça, j'aime bien. J'aime bien, parce que 5 ans, c'est loin. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans ces 5 ans. Si ça se trouve, il ne sera plus à la tête de l'équipe. Si ça se trouve, on sera déjà avec un nouveau coach lors de l'inauguration de ce nouveau stade. Ou bien, si ça se trouve, il va réussir, il va être présent. C'est ce que j'espère en tout cas. Donc pour finir, c'est que pas de Harry Maguire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni de Lenny Yoro à l'entraînement de Manchester United aujourd'hui. Et je me demande une chose, parce que j'ai pas la nouvelle, hein. Je sais pas si vous avez cette nouvelle. Est-ce que la blessure de Lenny Yoro face à Arsenal est grave ou pas? Est-ce que ce week-end il va être disponible ou pas? Parce que là, j'ai fait mes recherches, mais rien. J'ai rien vu. Donc voilà, j'ai fini tout ce qui est news, tout ce qui est interview. Donc nous allons faire la preview du match face à Arsenal. Donc, face à la Real Sociedad. Pardon. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt confiant pour ce match-là. Pourquoi je dis cela? Parce que je pense que grâce au pic de Ratcliffe, Tim J. Ratcliffe, c'est que ça va rebooster la mentalité des joueurs. Parce que il l'a dit, hein, pas très très bien payé, mais pas assez bon. Il a dit les termes, il était honnête. Donc, je pense qu'ils l'ont ressenti comme un pic. Et je pense qu'ils vont tout donner. Ils vont tout donner pour un peu prouver le contraire. Donc ça va remotiver cette équipe et notamment ce match face à Arsenal. Je pense que je pense qu'on va être dans le continuité. Parce que vous savez, d'habitude, on fait un très très bon match. Le match d'après face à une petite équipe, on est mauvais. Donc, moi, de base, je m'attendais que pendant ce match-là face à la Real Sociedad, ça va être pareil. Mais, entre-temps, il y avait cette pique lancée par Ratcliffe. Et je pense que la mentalité des joueurs, ils vont voir ça autrement. Donc, ils vont bien jouer ce match-là. Donc, ce que j'attends dans ce match-là, c'est beaucoup de pressing. Beaucoup de pressing. Être juste techniquement, gagner les duels comme face à Arsenal, mettre le combat, l'agressivité. Je veux beaucoup de solidarité. Je veux des dédoublements en phase offensive. Je veux voir beaucoup de centres. Et comme je l'ai dit aussi, il faut que les attaquants soient efficaces devant le but. Donc l'équipe que je vois pour ce match-là, c'est celle-là. Onana dans les cages, Mazraoui, De Ligt
Even, qui a fait un match très très solide face à Arsenal. D'ailleurs, Ruben Amorim l'a souligné. Je le vois être titulaire demain. Donc, Dalot, piston droit, Ugarte, le retour de Ugarte dans le groupe, Fernandez, Dorgu, Zirkzee, Olund, Garnacho. Donc voilà. Évidemment, j'aimerais bien me passer de Olund, hein, mais on va mettre qui? On peut partir sur du Zirkzee en 9 et mettre Fernandez et du coup partir sur un double pivot Casemiro-Ugarte. Ça reste un choix. Donc voilà, comme je l'ai dit, il faut beaucoup d'engagement, il faut être dans la continuité de ce match-là face à Arsenal, il faut du combat. On est à domicile, il ne faut pas se laisser faire, clairement. Il faut gagner les duels. Les fans, ils vont être là pour pousser l'effectif. Donc moi, je vois résultat de Manchester United. Donc, le score. Moi, je pense que, ça peut paraître bizarre, mais je vois une victoire de Manchester United 3-0. Donc une qualification pour l'écart. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.